Alors, on va démarrer. On va démarrer tout de suite. Bonsoir à tous. Au nom de toute l'équipe de l'association Choisir l'école juive, je vous souhaite la bienvenue. Avec mes collaboratrices Margot et Johanna, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour aborder un thème qui est trop souvent tabou, celui de la maltraitance et des abus envers les enfants. L'affaire Chaim Walder, qui a secoué la communauté en Israël, mais aussi en France, a libéré la parole des victimes. Nous avons donc souhaité organiser cette conférence avec des spécialistes du sujet qui, depuis des années, s'attachent précisément à lever ces tabous. Bernard Zanzouri, donc je vais vous présenter, ainsi que notre autre intervenant, le Rav Eli Lemel. Donc Bernard Zanzouri, éducateur, expert en éducation informelle, commencera donc ce Zoom en nous racontant le dialogue qu'il a pu établir avec des jeunes, mais aussi avec leurs parents, sur ce sujet. Et puis, le Rav Eli Lemel, que nous avons l'honneur de recevoir ce soir, directeur des institutions Lève, mais également de l'association Lève ta voix. Le Rav entrera dans le vif du sujet pour vous donner, à vous parents, peut-être pas des clés, mais en tout cas des outils très importants pour évoquer ce sujet, des outils pour aider vos enfants. Alors on va, comme je l'ai dit, donc les micros sont coupés. On vous redonnera la parole en fin de Zoom après l'intervention du Rav pour une série de questions-réponses assez rapides. Et puis en toute fin de conférence, Margot vous donnera également les coordonnées de l'association Lève ta voix pour aller plus loin sur ce sujet. Bernard, le micro est ouvert. Je vous cède bien volontiers la parole. Très bien, alors bonsoir à tous. Alors, Élodie m'a passé un coup de fil cette semaine. Elle m'a dit, voilà, tu as à peu près un quart d'heure. Maximum, si tu dépasses, tu vas jusqu'à 20 minutes, mais pas plus. Alors, quand on veut aborder un sujet en 20 minutes, ce qu'on fait, c'est qu'il faut avoir une stratégie. Et pour cette stratégie-là, j'ai choisi un fil rouge que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, vous allez voir qu'à la fin, je vais tenir dans mon temps, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, essayez d'être concentré et de suivre ce que je vais vous raconter. Après plus de 30 ans sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de prédateur ou d'agresseur sexuel ou quelqu'un qui vient vous bousculer dans vos habitudes, prendre le contrôle d'une certaine situation sans qu'il ait lui-même une stratégie que je vais vous expliquer. Ça va être très simple, mais pour ça, je vais me servir d'un film qui est passé sur Netflix il n'y a pas longtemps, qui est un documentaire. Ce documentaire qui s'appelle Fluctuat nec mergitur, je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui l'ont vu parce que ça parle des attentats du 13 novembre 2015. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette première idée, mais vous allez voir que je vais la relier, comme on est bientôt à Purim, à une autre stratégie d'un autre prédateur, d'un autre agresseur qui est Haman. Et vous allez voir qu'on va relier les deux. À un moment donné, vous allez avoir l'impression que je pars un peu dans tous les sens, mais vous allez voir qu'il y a une stratégie très claire. D'accord ? Alors, on va essayer de comprendre ce que nous dit une des victimes là-bas du Bataclan, qui raconte un truc exceptionnel et qui corrobore exactement ce que j'ai remarqué pendant toutes mes années sur le terrain. Elle raconte comme ça. Elle dit à un moment donné, une fois que des terroristes sont entrés dans le théâtre, ont commencé à tirer sur tout le monde, une fois qu'on avait complètement peur, qu'on était dans leurs mains, ils ont pris quelques survivants, dont moi, et ils ont commencé à nous donner des ordres. Faites ci avec les flics, faites ça avec les gens qui arrivent, annoncez comme ci, poussez des cris, levez, et ils étaient devenus les véritables marionnettes des agresseurs. À un moment donné, elle dit quelque chose quand même d'incroyable. Elle dit, bon, à un moment donné, je comprends que de toute façon, une fois que j'aurai obéi à tous ces ordres, je vais mourir. On va me démolir, on va me détruire. Et j'avais assez accepté cette idée. Elle commençait à rentrer, j'avais compris, j'avais vu des morts au théâtre, je ne vais pas m'en sortir de cette soirée. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui m'a perturbé. Alors, qu'est-ce qui l'a perturbé à cette jeune fille ? Elle a dit, mourir, à la limite, je m'étais fait à l'idée, mais à un moment donné, il me donne un ordre, il fallait dire à des policiers qui étaient dehors qu'il n'y avait plus personne, etc. Et elle se rend compte que ce n'est pas seulement qu'il va la tuer ou qu'il en a fait une marionnette,
mais qu'il est en train de la changer. Elle dit, je ne me reconnaissais plus. Et là, j'ai eu vraiment peur et j'ai commencé à vouloir m'opposer à ces ordres. Alors, écoutez bien, parce que c'est très important, je ne me reconnaissais plus. Comme si que mourir, c'était moins important que de se reconnaître. D'accord? On a compris le premier principe. Maintenant, je vais vous expliquer ce que fait Haman dans la Megillah. Et vous allez voir que la stratégie de n'importe quel agresseur, n'importe quel prédateur qui veut à la fin toucher votre corps, changer quelque chose ou vous détruire quelque chose en vous, à la fin, vous allez voir qu'il suit toujours pratiquement la même stratégie. Et la stratégie, elle passe de la façon suivante. Il y a une action qui va devoir mener lui et ses pairs sur le terrain sociétal. Il y a des choses à changer dans la société. Si tu ne les fais pas, tu vas être empêché de voir des failles. Et sans ces failles, il n'y a pas de prédateur. D'accord? Maintenant, chaque fois que j'ai eu affaire à un ado, parce que moi, je m'occupe énormément des adolescents, il me raconte ce qui s'est passé, tel qu'il le sent, tel qu'il le voit. Les parents prennent la parole. Tu t'aperçois que c'est toujours la même chose, toujours la même stratégie. Alors, je vous explique un peu la stratégie sociétale, comment ça marche. Si vous regardez Haman dans la Megillah, Haman, on ne le connaît pas, il se présente sous un autre nom d'ailleurs, qui s'appelle Memouchan, et il est dans cette fameuse fête organisée par le roi Achashverosh pour fêter son couronnement et enfin le moment où il devient roi. Et regardez, les Juifs sont déjà dans une situation où ils ont un problème. Ils sont invités d'un côté par le roi, mais le problème des fêtes de l'époque, c'est qu'il y a des filles nues, il y a des trucs, il y a des normes. On sait plus tard qu'ils vont même sortir les kedim du Beth Amikdash, ça veut dire les objets dont on servait dans le temple de Jérusalem. Ce n'est pas une fête pour les Juifs là-bas. D'un autre côté, le roi a fait un effort, il a mis un buffet cachère, et donc, tu ne sais pas comment te comporter. Alors, il faut savoir que les agresseurs vont sur le terrain sociétal et commencent à changer des normes de la société. Alors, notez bien ça. Prise de contrôle de la norme. Parce que si la société continue avec des normes, en France, par exemple, liberté, égalité, fraternité, ça va être très difficile d'agir avec de pareils titres devant. Ça veut dire que chacun va être solidaire de l'autre, chacun va faire attention à l'autre, et finalement, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'endroit où passer. Donc, il faut changer les normes. Il faut commencer à changer les normes. Alors, que va faire Haman? Il va commencer à faire douter même le roi. Le roi appelle sa femme pour qu'elle danse toute nue, sa femme ne veut pas, et il va lui dire, le roi dit, bon, peut-être c'est pas grave. Il va dire, c'est pas grave. Tu crois que c'est pas grave? C'est très grave. Il faut qu'elle vienne absolument, parce que imagine, toi, tu es le roi. Qu'est-ce qui va se passer demain? Toutes les femmes du royaume vont dire que si le roi même, il n'arrive pas à dominer sa femme et à régner, et il commence à changer les normes de la société. C'est très important parce que sans changement des mentalités, sans changement des normes, sans changement des valeurs, tu ne peux pas agir. Tu n'as pas le cadre au niveau de la société. Si la société est intransigeante, elle ne laisse aucune place pour ça, tu vas même avoir peur d'agir parce que tu vas être retrouvé très vite, parce qu'il n'y aura pas de doute, parce qu'on n'écoutera pas ta parole, parce qu'on va te juger très vite. Vous voyez bien d'ailleurs l'effet qu'a fait sur les prédateurs, les campagnes qu'il y a aujourd'hui de élève ta voix, dénonce ton truc, même quand ça va trop loin, ça a mis une panique totale, parce qu'à partir du moment où la norme change et revient à on ne tolère plus, tolérance zéro avec un prédateur, alors n'importe quel prédateur, même de petite envergure, est menacé, est en danger. Et donc, lui, il n'a pas du tout intérêt à ça, il a intérêt à l'inverse, à commencer à raconter. Alors, ça, c'est au niveau de la société. Maintenant, si vous rentrez dans votre maison, vous avez un peu les statistiques que vous connaissez tous. En général, les agressions sexuelles, etc., si ça se passe chez vous, c'est 50%, grosso modo, et c'est valable à peu près dans tous les pays qu'on connaît, 50% environ de membres de votre famille proche qui vont attraper un de vos enfants. Alors, c'est délirant comme chiffre, mais parce que, bien entendu, la proximité donne l'occasion de voir la faille, d'analyser et de rentrer dedans. Parce que si tu n'as pas cette occasion-là, tu n'as pas de possibilité d'agir pour un prédateur. On croit que les agressions, c'est dans le métro, dans les quartiers mal éclairés, etc. Non, c'est peut-être dans les endroits mal éclairés de votre maison, dans les endroits où il y a une faille, où on a repéré qu'il n'y a pas assez de passage, etc. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on a un chiffre où 50% des membres proches de votre famille proche, 50% des agressions, c'est des gens de votre famille ou des proches, ça va être un neveu, ça va être un oncle, ça va être quelqu'un, ça va être le prof qui vient enseigner, le prof de particulier, mais c'est quelqu'un qui a accès à votre intérieur, qui a accès à chez vous. Alors là, ça fait réfléchir. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin de la statistique, environ 80% des victimes d'agression vont être des filles.
grosso modo, et l'âge moyen des victimes, c'est 10 ans à peu près. Bon, alors déjà, là, vous avez un profil. Donc, imaginez maintenant que vous voulez vous défendre. Vous ne voulez pas laisser cet éventuel prédateur rentrer chez vous et commencer à imposer ses normes et à imposer sa loi et à repérer les failles chez vous. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ce n'est pas moi qui vais traiter ça, c'est Rav Eddy Lemel après moi, puisqu'il va vous donner des outils et des façons de faire. Moi, je vais continuer dans ma stratégie. Vous me suivez? Je suis à peu près dans les temps, je continue. Je parle très vite, mais c'est exprès, OK? Alors, ça marche comme ça. Dans le terrain personnel, à partir du moment où il rentre chez vous, le prédateur va faire les choses suivantes. Il va commencer d'abord à démolir les principes chez vous qui pourraient être des principes de résistance. Par exemple, si vous dites, le prédateur va proposer directement, indirectement, en disant « mais tes enfants, ils sortent jamais, dis-moi, ils vont pas à la piscine ». Alors, tu vas dire « non, moi, j'ai pas trop le temps, tu sais, puis ils ont piscine à l'école, et puis j'aime pas trop ça de façon qu'ils aillent à la piscine, par exemple, tout seul ». Alors, il va falloir qu'il vous change un peu les normes comportementales. Mais ce n'est pas grave. Moi, je peux y être. De toute façon, tu peux me faire confiance. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est dépassé. Tu sais qu'aujourd'hui, tout le monde envoie ses enfants et on va te faire douter toi-même de tes propres principes. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, après le travail sur la société, il va y avoir un travail sur toi. Il va y avoir un travail sur… Tu peux partir tranquille. Tu dis non, je ne suis pas tranquille, je ne pars pas. Mais si, tu peux partir tranquille. De toute façon, je suis là. Sois un peu moderne, allons. C'est un peu moderne. Tous les parents aujourd'hui laissent les enfants. Et puis, petit à petit, ils t'amènent sur un terrain où ton intérêt aussi va ressortir. C'est quoi ton intérêt? Eh bien, vous savez, j'avais repéré un jour un type, Élodie voulait des histoires. J'avais repéré un gabaï d'une synagogue qui, chaque fois qu'on venait pour le mouvement Tiglaténou, on amenait des jeunes. Et chaque fois qu'on amenait des jeunes, il y avait un gabaï, les gosses venaient se plaindre en disant ah, ils nous collent, on n'aime pas, etc. Donc, j'avais annoncé au rabbin de la synagogue et aux dirigeants en disant c'est un peu gênant, le gabaï il colle les gosses, je ne veux pas faire une grosse histoire, mais enfin, intervenez. Et il y avait un type qui avait eu un mot intéressant, c'est pour ça que je vous parle d'intérêt, il a dit oui, bon, on va lui parler, mais vous savez, il rend beaucoup de services, il fait des peintures. Je ne voyais pas tellement le rapport, mais j'ai compris qu'il y avait une problématique comme ça, que si tu fais des peintures et tu rends des services, eh ben, le prédateur va voir ça comme une faille et va arriver en donnant du service. Vous allez voir très souvent, je donne des cours, bon, il y a trop de bruit dans la salle à manger, mais je vais dans la chambre avec le gosse, vous ne voulez pas que je le prenne en vacances avec moi, vous savez que je vais au ski, etc. Et donc, il va essayer de t'endormir un peu et de te faire sortir de principes qui étaient très, très clairement établis chez toi et de t'expliquer qu'en vrai, ils sont un peu éculés, ils sont dépassés et que tu devrais l'écouter. Il faut commencer. Alors, en fait, à quoi ça sert? Pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça parce qu'il commence le processus d'effacement. En fait, vous comprenez bien que si vous êtes trop présent et trop là, alors il ne pourra pas agir. Si vous êtes trop vigilant ou avec trop de principes, il ne pourra pas faire ce qu'il veut avec votre enfant, etc. Donc, il va essayer maintenant de vous effacer. Alors, c'est très important le principe d'effacement parce qu'en général, cette opposition-là, je vais continuer un peu avec mon exemple de la soirée du Bataclan parce qu'elle est importante. La différence, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre une possibilité d'agir, d'avoir vu une faille, une impossibilité d'agir? Eh bien, prenez la soirée du Bataclan, vous allez vous apercevoir que le premier terroriste a essayé de rentrer au Stade de France. Il s'est dit, c'est sympa, il y avait un match ce soir-là. Il a dit, si j'arrive à rentrer, à me mettre au milieu d'une tribune et puis j'explose, ah, quelle réussite! Ça va faire du bruit. Ça va être entendu partout. Sauf qu'au Stade de France, dans un service de sécurité qui était bien organisé, un bonhomme qui n'a pas laissé, le type a été obligé de se faire exploser dans un café en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Vous me dites il y a pas de rapport a priori entre un attentat. Si, parce qu'en vrai, la démarche est la même. Je veux prendre le contrôle de ta vie. Regardez bien d'ailleurs la démarche de cette soirée-là. Où est-ce qu'ils ont attaqué? Ils ont attaqué au Stade de France. Tarbout, ça veut dire quoi? Ça veut dire culture, là où vous vous amusez. Dans un café, dans des cafés, Tarbout, culture, là où vous vous amusez. Et finalement, ils ont fini au Bataclan, là où on s'amuse, là où on définit, on est une société vivante qui s'amuse, qui rigole, ça gêne les agresseurs, ce truc-là. Ça les embête parce qu'ils doivent changer la norme. On préfère une société qui soit dans la peur. On préfère une société qui soit pliée. Si on devait faire notre rapport avec Pourim, regardez bien, qu'est-ce que fait Haman à Pourim? Quelle va être la suite une fois qu'il va être nommé? Je veux que la société se prosterne devant moi.
Ça veut dire quoi? Actuellement, je ne peux pas encore tuer les Juifs. Actuellement, je ne peux pas encore agir. Il faut encore un peu de travail. Donc, travail d'après, il faut que je plie le Juif et je plie ma société. Il faut qu'elle devienne facile à modeler et là, elle acceptera que je tue les Juifs. Donc, je vais leur demander de se prosterner. Eh bien, le premier type qui s'oppose, c'est Mordechai, Ish Yehudi Abishua, et lui, il voit le danger dès le début. Il dit non, non, non. Alors, il y avait une grande discussion, vous savez, dans la communauté juive, et on lui disait arrête de faire des histoires, arrête de faire le provocateur. Si tu te mets, tu vas l'énerver, et peut-être il voudra nous massacrer. Ne l'énerve pas. Tu sais, il y a une façon très facile d'agir, c'est de rentrer chez toi. Tu n'es pas obligé de te prosterner. Et Mordechai dit non, c'est pas comme ça qu'on lutte. Lève ta voix, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. On lutte en faisant du bruit. L'opposition, c'est pas une opposition passive, c'est pas une opposition cachée, c'est une opposition active. S'il y a un type qui veut changer la norme de la société, qui veut plier les gens, qui veut les faire se prosterner devant lui, le stade d'après, il va commencer. Une fois qu'il nous aura changé, une fois qu'il nous aura plié, il va commencer à toucher nos corps. Que ce soit pour un abus sexuel ou que ce soit pour nous tuer. Mais on est tous en danger, pas nous seulement d'ailleurs, les Juifs, toute la société, parce qu'il ne s'arrêtera pas là. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. En fait, moins il y a d'opposition, plus il a réussi à changer les normes de la société, à vous changer à l'intérieur de votre maison, à vous faire tomber vos barrières de méfiance. Et ensuite, vos valeurs, à changer des façons de vous comporter, etc., plus il a d'occasion. Et là, il va essayer maintenant de vous faire disparaître. Alors, il y a une disparition physique. Tu n'as pas besoin d'être là tout le temps, tu n'as pas besoin de les fliquer, laisse-moi, je vais les accompagner, fais un peu confiance. Il y a une disparition, mais il y a aussi une disparition de valeurs. Oh, arrête d'être vieux jeu, arrête d'être toujours comme si, arrête avec tes vieux principes à la noix. Et finalement, disparaît physiquement et disparaît au niveau de tes valeurs, au niveau de ta morale, parce que ça va me donner le champ libre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous attrapez un prédateur? Parce qu'on n'est pas des idiots, on a des petites antennes tous, d'accord? On a tous repéré un comportement un peu suspect. On aura repéré des petits regards, des absences trop prolongées. Il est monté jouer avec mon fils, il n'est pas revenu. Qu'est-ce que va faire le prédateur? Ben ça, c'est la phase d'après. Je vais bientôt avancer et conclure, mais regardez bien, c'est très intelligent de sa part. Il arrive, et si jamais vous faites une remarque un jour, parce que vous commencez à sortir de votre coquille en disant « Mais dites-moi, alors, on va dire que vous êtes des gens sympas, et puis surtout, vous n'avez pas envie de vous fâcher avec quelqu'un de la famille, ou le petit jeune qui est venu donner des cours particuliers, alors vous allez faire une petite allusion indirecte en disant « Mais qu'est-ce que vous faites dans la chambre? Vous jouez ou quoi? Parce que vous êtes resté quand même longtemps. » Le vrai prédateur, immédiatement, se transforme de prédateur qu'il est en victime. Et regardez bien, Aman, il va le faire très bien. Comment il fait Aman? Il va dire « Ah, il ne veut pas se prosterner devant moi, alors je vais tuer tous les Juifs. » Comme si ça avait un rapport avec Mordechai, son plan était en place depuis longtemps. Mais vous, il va vous dire « Ah, c'est comme ça que tu me remercies, mais quoi? Tu fais allusion à quoi? Mais je ne comprends pas. Quoi? Tu crois vraiment? » Et toi, tu vas reculer parce que tu es poli, parce que tu ne veux pas d'histoire, parce que tu veux surtout passer une accusation quand même énorme que tu as repéré des trucs entre ton fils et lui ou entre ta fille. Et donc, tu vas dire, non, non, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que peut-être vous devriez rester moins longtemps. Et en fait, en se victimisant, il va essayer de s'en sortir, d'abord pour pouvoir se sauver si jamais tu as trop repéré, mais surtout pour pouvoir te faire douter de tes propres idées, de tes propres principes. Attention, c'est très malin parce qu'il y a impossibilité pour un prédateur, s'il n'y a pas de faille, impossibilité d'arriver, de travailler en terrain conquis, il faut vraiment une préparation du terrain, il faut une préparation des esprits, il faut une préparation des corps, il faut vous avoir endormi, il faut vous avoir fait disparaître, avoir commencé à vous gommer, comme je l'ai dit, et physiquement, et au niveau de vos valeurs, et au niveau de vos principes, de vos idées, vous avoir expliqué que vous êtes dépassé, vous êtes éculé, vous êtes complètement à côté de la plaque, et là, il va pouvoir agir. Pire que ça, quand bien même vous rentrez un jour dans la chambre et vous voyez un comportement un peu suspect et tout, il va immédiatement jouer sur le fait qu'il va vous faire douter un peu qu'en vrai, bon, alors c'est peut-être votre petite fille qui l'embête, elle lui cherche toujours, il va faire des remarques dans ce sens. Elle vient toujours m'embêter. Cette victimisation, vous allez la retrouver dans plein de comportements. Et voilà, elle m'appelle encore. Bon, j'y vais, mais je te préviens, hein, je ne joue pas tous les jours avec elle. Moi, je ne suis pas là. Et en fait, cette façon-là de s'approcher va lui permettre ensuite
Et c'est très important de faire ce que j'ai fait maintenant, c'est-à-dire de vous montrer un peu les étapes, parce que vous allez pouvoir maintenant avoir des antennes encore plus aguerries. Encore une fois, il ne convient pas du tout de devenir un parano, de douter de tout le monde, d'être en train de regarder tous les membres de notre famille de travers, etc. C'est juste de comprendre que le bonhomme en face a une stratégie, mais toujours. D'ailleurs, tous les bandits, les cambrioleurs, etc., ont une stratégie. Mais cette stratégie-là, elle est très importante, excusez-moi. Elle est très importante parce que, comme on l'a vu avec le Stade de France, que je vous ai dit, dès qu'il y a une opposition, alors ça devient beaucoup plus difficile. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à te suivre, à te regarder et qui ne te lâche pas, alors ça devient pratiquement impossible. Et finalement, ce n'est pas des grands héros, hein, ces types-là non plus. Ils ne sont pas fous. Si jamais ils voient une opposition, si jamais ils voient quelqu'un qui est trop réveillé, quelqu'un qui est comme Mordechai, à qui tu ne la racontes pas, tu ne lui racontes pas, tu ne lui changes pas ses normes, tu ne l'amènes pas manger au banquet du roi des trucs soi-disant cachers, mais avec un comportement pas cachère autour, etc. Dès qu'il y a un type qui tient bien sur ses pattes, sur ses principes, et qui te regarde, et qui ne va pas te louper s'il voit un truc louche, etc., ben, le type se barre. Et c'est important de le savoir, parce que toutes les enquêtes, prenez les femmes battues, qui est a priori un autre sujet, mais c'est la même stratégie, parce qu'à la fin, il faut te prendre et faire de toi une marionnette qu'on va pouvoir amener là où on veut, frapper, bouger, etc. Pour ça, il faut t'enlever, pareil, il faut enlever toute ta substance, il faut te faire disparaître comme individu, te substituer ses propres valeurs, son propre comportement, et ensuite, mais toutes les études le prouvent aujourd'hui, si à la première gifle, la première fois qu'il a bousculé, la femme appelle la police et part chez ses parents et fait un scandale, eh bien, en général, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de coup. Pire que ça, les mêmes individus qu'on pense être malades, a priori, etc., peuvent vivre avec vous des fois 10 ans, 20 ans, et il ne lèvera plus la main sur vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez effrayé jusqu'à la moelle. Il a tellement peur maintenant d'être opéré et tout, il sait très bien ce que ça coûte. Par contre, si jamais on se pose des questions, on n'est plus sûr, peut-être finalement c'est nous qui l'avons provoqué, etc., il remet en place cette même stratégie et il va s'approcher de vous. Et si jamais il a réussi à la mettre en place, à la fin, vous avez destruction, et destruction pas seulement physique, vous avez une destruction aussi psychologique, parce que quand bien même il aurait réussi à faire des choses, à avoir des attouchements, etc., comme vous le savez tous, et je conclus sur ça, ça a été prouvé même pour les gens pendant la Shoah, etc., quelqu'un qui résiste même un peu, qui proteste, qui repousse une main, etc., le traumatisme va faire beaucoup moins mal, va être beaucoup moins important, les séquelles, les conséquences, beaucoup moins graves. À partir du moment où il y a résistance, à partir du moment où il y a opposition, quand bien même il y aurait eu quelque chose qui a repris un peu le volant des choses, le volant de ta vie, eh ben les séquelles et tout ce qui s'ensuit seront de toute façon beaucoup, beaucoup plus réduites. Je laisse la parole maintenant à l'honorable mec qui va vous donner plein d'outils. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci beaucoup. Erev Tov, bonsoir à toutes et à toutes. Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice de traiter de ce sujet, mais que j'aimerais aujourd'hui élargir à quelque chose d'un peu plus vaste. Et donc, je remercie en effet l'intervenant précédent pour l'éclairage qu'il a apporté. Maintenant, évidemment, les problématiques aujourd'hui, je ne voudrais pas les limiter à la notion des abus. Je pense qu'il serait important de réfléchir de manière beaucoup plus vaste à tout ce qui se joue aujourd'hui au niveau de la relation à l'enfant, de ce qu'il peut subir, de ce qu'il peut vivre dans différents cadres, que ce soit le cadre scolaire, que ce soit le cadre familial. Et évidemment, on va aussi aborder la problématique des enfants victimes de harcèlement, parce que c'est quelque chose qui fait partie des réalités auxquelles nos enfants sont confrontés. Alors, en premier lieu, rappelons-nous qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs que nous avons en tant que parents, c'est de créer des environnements dans lesquels nos enfants vont pouvoir, à un moment, parler et exprimer ce qu'ils vivent. Dans l'intervention précédente, on expliquait quelles pouvaient être les stratégies du harceleur, de la personne qui a en effet envie d'arriver à son but, on n'endort pas, etc., etc. Tout ça, évidemment,
c'est un sujet en tant que tel. Et nous, ce qui nous intéresse peut-être, c'est de savoir comment donner à nos enfants la possibilité de se positionner par rapport au monde dans lequel ils se trouvent, de ne pas avoir peur de refuser un certain nombre de choses et de surtout être capable de nous parler. Et je crois que c'est autour de cela que va commencer au fond l'élément essentiel qui malheureusement n'est pas trop développé dans le monde de la famille. Je m'explique. Nos enfants vont grandir dans un environnement dans lequel ils vont être confrontés à toutes sortes de choses. Ils vont avoir leurs frustrations, ils vont avoir leurs difficultés, ils vont avoir leurs querelles, leurs jalousies, tout ce qui va autour de cela. Et évidemment, nos enfants vont devoir exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à un certain nombre de situations. Ces situations, eh bien, elles sont multiples. Et la grande difficulté que nous avons, c'est de réaliser que parfois les enfants n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à dire les choses. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ne savent pas si nous, parents, nous allons être à l'écoute de leurs paroles. Et nous sommes sûrs, nous, en tant que parents, que nos enfants vont être à l'écoute de notre parole. Nous sommes sûrs, nous, en tant que parents, que nos enfants vont pouvoir s'exprimer. Or, ce n'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que lorsque les enfants vivent parfois un certain nombre de situations et qu'ils l'expriment, eh bien, nous pouvons leur dire « Ah, ça va, c'est pas grave, t'exagères, il n'a pas voulu te faire mal, elle n'a pas voulu ceci. » Et donc, on est dans une forme de déni de ce qu'ils peuvent vivre et de ce qu'ils peuvent ressentir. Pourquoi ? Parce que nous considérons qu'ils peuvent exagérer, parce que nous considérons que ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ont envie de créer le conflit. Et malheureusement, eh bien, nous amenons nos enfants à douter de la capacité d'être des parents qui vont écouter. Ça, c'est, je pense, le premier problème. Alors, la question est de savoir comment est-ce que l'on fait pour que nos enfants puissent parler et puissent s'exprimer. Cette idée-là, évidemment, elle est dans la Torah, puisqu'on voit, et c'est une notion que j'ai systématiquement abordée lorsque je parle sur ce type de sujet, eh bien, c'est l'histoire de Moïse, de Moshe. Moshe arrive dans l'histoire parce que sa sœur Myriam s'est sentie capable de dire à son père « Papa, tu es pire que le pharaon. » Pourquoi ? Parce que tu viens de te séparer de ma mère, parce que tu penses que l'on ne peut plus avoir d'enfants, parce que les enfants vont être jetés dans le Nil. Mais je te rappelle qu'il n'y a que les garçons qui seront jetés dans le Nil, pas les filles. Et donc, au fond, ce que tu fais, c'est peut-être pire que le pharaon. Et le texte nous dit que suite à cela, eh bien, le père de Moshe, qui est donc pour l'instant le père de Myriam aussi, eh bien, va se retrouver avec son épouse. Ils reconstruisent, on va dire, leur couple. Leur couple n'a pas eu de rupture, mais tout simplement, ils se sont séparés, ils n'ont plus de lien dans l'intimité. Et c'est suite à cela que Moshe va émerger. C'est-à-dire que le personnage central de l'histoire du peuple d'Israël émerge parce que tout simplement, il y a eu cette possibilité d'exprimer, de dire et de verbaliser à l'intérieur d'un cadre familial. Et c'est peut-être sur ce point-là que je voudrais d'abord vraiment m'arrêter comme je le fais depuis tout à l'heure. Sommes-nous sûrs que nos enfants peuvent dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent? Comment nous avons fait pour leur ouvrir la porte à l'expression de leurs sentiments? Eh bien, de manière très simple, lorsque un enfant, même le plus petit, c'est-à-dire le nourrisson, et évidemment par la suite lorsqu'il grandit, est en train d'exprimer quelque chose,
il doit percevoir, ressentir et entendre que le parent qui est là est à l'écoute. C'est-à-dire lui dit « Oh mon chéri, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te dérange. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait mal. Oh là là, j'ai l'impression que cette chose t'a rendu très triste. Oh, vraiment, je vois que c'est quelque chose qui t'ennuie énormément. » C'est-à-dire que dès le moment où l'enfant va exprimer quelque chose, lui montrer que nous acceptons en premier lieu ce qu'il est en train de nous exprimer. J'ai mal, il m'embête, je suis fâché, il m'énerve. Au lieu de contrecarrer ces mots, parce que parfois on pense qu'il exagère, et on n'aura peut-être pas tort, eh bien, allons dans le sens de ce qu'il dit pour que dans un second temps, nous puissions éventuellement lui dire comment gérer en effet ce qui s'est passé. D'accord ? Lui dire c'est vrai, mais néanmoins ceci, cela. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas simple à faire. Et il faut véritablement, je pense, que l'on travaille en tant que parents pour être sûr que le jour où nos enfants seront confrontés à une problématique relationnelle, et je mets ça de la manière la plus vaste possible, que ce soit du harcèlement, que ce soit des abus, que ce soit des attouchements, ils sachent qu'ils peuvent nous en parler parce que nous sommes en permanence à leur écoute. Être à leur écoute ne veut pas dire nécessairement leur dire qu'ils ont systématiquement raison, mais recevoir ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez, c'est comme dans une relation de couple. Quand l'autre exprime, eh bien, on va pas lui dire « mais arrête, c'est ridicule, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu dis ?» Oh là là, merci de me le dire, merci de partager, pardonnez-moi, avec moi, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui te touche, ce qui t'embête, ce qui te rend joyeux, ce qui te rend… Ça peut être dans tous les domaines. Ça, c'est déjà un premier point. Et ce premier point, il faut le travailler de manière constante. C'est ce qui va permettre en effet aux enfants, le jour où ils seront confrontés à quelque chose, de pouvoir le verbaliser le plus rapidement au niveau des parents. Maintenant, évidemment, dans les problématiques d'enfants victimes, allez, on va dire de harcèlement, d'abus, de toutes sortes de choses, comment se fait-il que parfois, néanmoins, les enfants est difficile à parler, même si nous avons créé à la maison cette ouverture au niveau de la parole. Et là, eh bien, malheureusement, pour une raison qui peut être la peur. Quelle peur ? Soit la peur que va leur infliger celui qui leur fait du mal. Vous savez, ces harceleurs qui à la sortie de l'école disent « si tu le dis à quelqu'un, tu vas voir ce que tu vas recevoir ». Ou alors de quelqu'un qui est un abuseur qui dit « si tu le dis, ta mère va mourir ». Vous savez, ce genre de choses. Et donc, évidemment, un enfant de 6, 7, 8, 9, 10 ans, il est un peu dans l'anxiété et il ne sait pas du tout comment gérer cette menace. Ou alors, la peur d'être grondé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'un enfant va dire qu'il s'est passé certaines choses, et là c'est plus au niveau de l'intime, il est fort possible que les parents lui crient dessus. Lui disent « mais pourquoi tu as fait une chose pareille ? Mais c'est honteux. Mais… » Donc l'enfant a peur de dire les choses, même dans les cas de harcèlement. Mais je t'avais dit de ne pas leur parler, mais je t'avais dit de ne pas aller avec eux, mais je t'avais dit de ne pas attendre à la sortie de l'école, mais je t'avais dit de ne pas amener à l'école ton beau crayon, mais je t'avais dit. Donc, en deux mots, l'enfant qui est en train de partager quelque chose qui lui a fait du mal, se retrouve être celui sur lequel on est en train de crier. Et donc, il suffit qu'il ait vécu une fois une expérience de ce type pour qu'il n'ait peut-être pas le courage d'exprimer les choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, les enfants n'exprimeront pas parce qu'ils auront soit peur de notre réaction en tant que parents, et oui, ou alors, ils auront peur, et ça aussi, ça arrive, de la menace que fait peser sur eux celui qui leur fait du mal. Alors, comment est-ce qu'on va aider nos enfants par rapport à cela ? Eh bien, tout d'abord, évidemment, en faisant attention aux remontrances qu'on peut leur faire lorsqu'il s'est passé quelque chose dans lequel ils ont été victimes, même si on peut considérer qu'ils auraient été éventuellement responsables. Oui, je lui ai dit 14 fois de ne pas amener ses belles affaires à l'école. Maintenant, quelqu'un le lui a pris, lui a déchiré. Eh bien, non, mais lui, il est triste. Maintenant, tu dois accueillir sa tristesse. Pauvre chérie, ça doit beaucoup te déranger. Oh là là, qu'est-ce que tu dois être triste.
Et après, éventuellement, on peut reprendre et dire, maintenant, d'un autre côté, tu vois, quand je te disais de ne pas l'amener, c'est parce que je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Et la prochaine fois, on essaiera de faire attention. Pourquoi? Parce que pas la peine d'exprimer notre colère par rapport à quelque chose, surtout si l'enfant lui-même est déjà en train de souffrir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez où ça commence? Ça commence aussi quand un enfant ramène des mauvaises notes à la maison et qu'au lieu de lui dire qu'est-ce que tu dois être déçu, pour dans un second temps lui dire peut-être que quand on travaille un peu plus à la maison, ça peut mieux marcher, eh bien on est là en train de lui faire le reproche de ne pas nous avoir écoutés. Et donc lui, lorsqu'il partage sa difficulté, il n'a pas l'impression qu'il y a une écoute. Lorsqu'il vient et qu'il est tout triste de nous dire qu'il a une mauvaise note, il a vécu une difficulté sur laquelle il a peut-être une responsabilité. Ok, je suis d'accord, mais néanmoins, ce qu'il attend de nous, parents, c'est que nous accueillions sa souffrance et sa difficulté, son problème, son mal-être, vous appellerez ça comme vous voulez, pour que dans un second temps, nous puissions lui dire que peut-être en faisant un peu plus de travail à la maison, peut-être en n'amenant pas tout et n'importe quoi à l'école, peut-être en faisant, alors les choses peuvent ne pas arriver. Mais d'abord, créer cela. Donc, premièrement, un univers dans lequel l'enfant sait qu'il peut parler, un univers dans lequel la parole de l'enfant est entendue, et deuxièmement, un univers dans lequel lorsque l'enfant exprime sa difficulté, sa souffrance, même si nous pensons qu'il aurait une forme de responsabilité dans ce qui a pu lui arriver, d'abord accueillir ce qu'il vit mal plutôt que accueillir ce qu'il vit mal et dans un second temps, éventuellement, lui dire quelque chose. Je vais prendre un exemple très simple. On est au square avec les enfants. Et puis on leur dit, attention, ne va pas sur la grande balançoire, va sur la petite. Attention, ne va pas là. Attention. Alors, je ne parle pas des parents angoissés. Mais là, on se rend compte qu'il n'a pas l'âge. Et puis, il y va quand même. Il tombe et il se fait son bobo. Et il est là, il arrive en pleurnichant. Mais si on a décidé d'être des parents bêtes, on va lui dire tout de suite, t'as vu, je t'avais dit. Il faut écouter. T'as vu, je t'avais dit. Non. Des parents intelligents l'accueillent. Pauvre chérie, t'as mal, viens chez moi. Je te donne un gros bisou, viens, je vais te mettre ça. Et tu vois, quand je te disais ça, eh bien, c'est parce que je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, vous comprenez? Je suis sûr que vous comprenez, pardonnez-moi de l'exprimer de cette manière. C'est peut-être pas très sympathique de le dire comme ça, mais c'est peut-être ça, ces deux premiers points sur lesquels il y a lieu de faire un premier travail. Évidemment, il y a un certain nombre de règles à mettre en place, mais parce que parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations dans lesquelles eh bien, l'enfant aura commencé à vivre des choses difficiles. Plus tôt il peut en parler, mieux on se porte. Plus tôt il se sentira libre d'exprimer, mieux les choses iront. Alors, maintenant, clairement, puisque ce soir, je ne veux pas limiter, comme j'ai dit cela, à la notion des abus, je voudrais parler un petit peu de ce que l'on appelle la problématique du harcèlement, lorsque des enfants, en effet, se font harceler par d'autres. Je vais en parler quelques instants et après on va revenir à la problématique des abus. Mais lorsqu'un enfant est victime d'harcèlement, qu'est-ce qui se passe au fond et quelle doit être notre posture à nous? Alors ici, je parle à deux univers. Je parle à l'univers des enseignants et je parle à l'univers des parents. Dans l'univers des enseignants, il y a quelque chose qui doit être extrêmement clair, c'est savoir réagir, c'est-à-dire savoir clairement envoyer un signal d'arrêt par rapport à des choses qui se passent et dont un enfant serait victime. Du style, je ne tolère pas ces comportements, je ne veux pas que l'on se traite de cette façon, c'est-à-dire rappeler qu'il y a des règles, qu'il y a une éthique, qu'il y a un certain nombre de fondamentaux que l'on se doit de respecter. Maintenant, évidemment, un enfant qui est victime de harcèlement à l'école ou dans un autre univers, eh bien, lorsqu'il nous en fait part, c'est-à-dire lorsque nous avons réussi à faire en telle sorte qu'il puisse parler, eh bien, nous devons tout de suite lui montrer que non seulement nous sommes avec lui, mais rappeler que ces choses-là
n'ont pas droit de citer. Parce que souvent, l'enfant va avoir l'impression que nos réactions vont être fonction de ce qu'il a vécu, mais on oublie de rappeler ses règles. Et ces règles, c'est ce que l'autre t'a fait est interdit, ce que l'autre fait n'est pas acceptable, c'est-à-dire que l'enfant voit bien dans le comportement inadéquat de la personne qui est en face d'elle la transgression d'une règle. Pourquoi? Parce que l'enfant, à ce moment-là, comprend qu'il a été victime d'une transgression de règles, mais que, évidemment, ça ne va pas créer chez lui une forme d'anxiété par rapport à la totalité des univers dans lesquels il se trouve. Pourquoi? Parce que pas tout le monde ne transgresse les règles. Et donc, à partir de cela, pour l'enfant, la peur qu'il pourrait avoir de se retrouver confronté de nouveau à ce type de situation chaque fois qu'il sera dans un nouvel environnement est quelque chose qu'il ne développera pas parce qu'on lui a dit qu'ici, c'est quelqu'un qui a transgressé une règle. Et à ce moment-là, on peut lui rappeler immédiatement, évidemment, que c'est comme quelqu'un qui vole. Lui dire, tu vois, quand on est dans un supermarché, il peut arriver une fois, et on n'en a peut-être jamais vu nous, qu'une personne prenne quelque chose, la mette dans son manteau et parte en courant, ou alors fasse en telle sorte qu'elle ne paye pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transgressé une règle. Mais tu vois bien que tous les gens, généralement, qui sont au supermarché, vont à la caisse et vont payer. Donc, ici, tu étais victime de quelqu'un qui a transgressé des règles. Ce sont des choses qui arrivent, mais dans la vie, l'immense majorité des personnes ne transgressent pas les règles et donc on évite à travers cela un comportement d'anxiété que l'enfant pourrait avoir dès lors qu'il se retrouvera dans un autre univers. Vous savez, alors même si je fais un raccourci un peu rapide, ces fameuses phobies scolaires qui sont souvent liées à des expériences difficiles qu'un enfant a pu avoir dans un cadre et qui font que ça y est maintenant, tout cadre qui ressemble à celui dans lequel il a vécu cela est potentiellement dangereux. Pourquoi? Parce que souvent, on ne lui a pas dit que ceux qui ont mal agi ont transgressé des règles et on a oublié derrière de lui faire prendre conscience que de manière générale, les gens ne transgressent pas les règles. Alors, on transgresse un petit peu, on passe parfois à l'orange, on est d'accord, mais bon, d'accord, ça s'arrête là. Reprenons maintenant évidemment les problématiques des abus. Alors, le prédateur, pas le prédateur, on sait que dans l'immense majorité des cas, ça se passe dans un environnement familial. Il y a deux types quand même, il y a deux grandes catégories. Il y a les prédateurs, et ceux-là eh bien, vont chercher des victimes, et pas une, pas deux, pas trois, d'accord? Ils repèrent, et puis après, ils ont une démarche extrêmement élaborée, et surtout, généralement, ils nient. C'est-à-dire même lorsqu'ils vont se faire attraper, ils vont nier, ou en tout cas, ils vont tout faire pour ne pas avouer ce qu'ils ont pu faire, parce que c'est dans leur modalité. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter trop sur cela, parce que l'immense majorité des cas, c'est ce qui se passe dans l'environnement familial, mais qui n'est pas toujours quelque chose qui est le fait de ce que l'on va appeler des prédateurs ou des individus de ce type. Le grand classique, c'est le cousin de 16 ou 17 ans avec la gamine de 10 ans. D'accord? C'est-à-dire les situations dans lesquelles eh bien, on a l'adolescent boutonneux qui est là et qui, à un moment, en effet, va un tout petit peu trop loin, et c'est totalement répréhensible, dans la relation ou dans le contact physique avec un ou une, généralement ça va être plus ici, une enfant, ou en tout cas une préadolescente, que sais-je, avec des comportements évidemment qui sont inadéquats. Les manières de le gérer ne doivent pas être du tout les mêmes que lorsque vous êtes confronté à des personnes qui ont vraiment des stratégies. Malheureusement, en Israël, on a vu ce genre de choses, et où là, c'est beaucoup plus complexe et qui, généralement, n'ont pas qu'une victime. C'est-à-dire, c'est compulsif, ce sont des personnes qui, en effet, vont se retrouver dans énormément de situations différentes et chaque fois en train d'aller vers quelque chose. Là, évidemment, c'est une psychologie extrêmement particulière. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment on apprend à nos enfants à ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Alors, première chose, lui apprendre que son corps lui appartient. Son corps lui appartient, vous savez comment est-ce qu'on lui apprend ça? De manière très simple. Lorsque l'enfant
décide d'être pudique, c'est-à-dire lorsqu'il décide qu'il n'est pas intéressé à ce qu'on lui donne sa douche, qu'il ne veut pas qu'on le voie lorsqu'il est tout nu. Et nous, parfois, parents, nous avons des réactions un peu bêtes, pardonnez-moi, et qui sont « mais ça va, t'es mon fils, t'es ma fille, c'est quoi le problème ?» Alors que l'enfant a 4, 5, 6 ans, et comme nous ne voyons pas encore ici de dimension sexuelle aux choses, parce que ça va, c'est un enfant, eh bien, au contraire, on a l'impression qu'il veut nous écarter de son univers, et quelque part, c'est au fond, sans faire de la psychanalyse de prise unique, peut-être que pour nous, c'est pas parents, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il sort du stade du bébé et il est en train de devenir avec une certaine forme d'indépendance. Et souvent, c'est ce qui va se passer. Alors, on va invoquer l'hygiène, ce que vous voulez. Un enfant est parfaitement capable de se doucher tout seul et même s'il ne se douche pas parfaitement, tout ira bien, je vous le garantis. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, c'est là où il commence à découvrir que son corps lui appartient à travers le respect que nous avons, nous, en tant que parents, du corps qui est le sien, de par le fait qu'on le laisse dans sa dimension de pudeur personnelle. Si on tient de grands discours sur « mais non, ton corps t'appartient, tatati, tatata », mais que par ailleurs, nous, en tant que parents, on ne respecte pas son besoin de pudeur, on a ici quand même 2 messages qui sont légèrement contradictoires. Il y a nous, évidemment, de savoir être cohérent avec les mots que l'on va prononcer. Ton corps t'appartient, à toi, point barre. Quand on va chez le médecin, il est obligé de t'examiner, mais ça s'arrête là. D'accord ? Ça s'arrête là. Et nous, en tant que parents, nous n'y avons pas plus accès qu'un autre. Ça doit être très, très clair. Maintenant, autre chose qui est importante, c'est comment faire pour que nos enfants apprennent à distinguer les bons secrets et les mauvais secrets. Alors parfois, les personnes qui les agressent, en tout cas qui font des choses pas très clean avec, vont leur dire « tu ne le diras à personne, c'est notre secret ». Et souvent, l'enfant, en vérité, pense qu'un secret, on ne peut pas le raconter. Il faut lui apprendre qu'un bon secret, c'est quelque chose qu'on a envie de raconter, mais qu'on ne racontera pas, parce qu'on est très content de ne pas le dire, parce que ça fait tellement plaisir de garder ce joli secret qu'on va faire des surprises aux gens, et un jour, on va le dire. Les mauvais secrets, c'est des choses qu'on aimerait tellement dire et qu'on n'arrive pas à dire, mais qu'on aimerait tellement dire, parce que sinon, ça pèse, c'est lourd, c'est difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les mauvais secrets. Après cela, et là, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, il faut apprendre à l'enfant qu'il a le droit de dire non à un adulte, qu'il a le droit de refuser, qu'il a le droit de s'opposer à la volonté d'un adulte et que, tout simplement, eh bien, il peut y avoir des situations que lui ne voit pas comme étant à risque, mais qui sont à risque. N'utilisons pas le mot risque, mais on lui dit, si le papa d'un copain veut te ramener à la maison, eh bien, tu dois d'abord m'appeler. Si quelqu'un te demande d'aller l'aider ou un prof te demande de rester dans la classe après l'école pour ranger, eh bien, tu dois lui dire « non, je ne peux pas, il faut d'abord que je demande l'autorisation à mon papa et à maman ». C'est-à-dire que, qu'on soit clair, 99% des cas dans lesquels un prof va demander à un enfant de rester en classe pour l'aider à ranger, vous n'avez pas un prof pervers, vous n'avez pas un prof… Rassurez-vous, il est parfait, le prof, il est top, il n'y a aucun souci. Mais il y a 1% peut-être. Et donc, c'est à cause de ces 1% qu'on va installer des règles. Et je pense que tout prof qui comprend l'enjeu, tout professeur, eh bien, va parfaitement accepter que cet enfant respecte les règles qu'on lui a apprises à la maison. Maintenant, évidemment, il y a les fameuses 3 règles. Savoir dire non, savoir dire non. Tu as le droit de dire non. Tu dois t'enfuir s'il y a quelque chose qui t'embête et tu dois raconter. Ça, je pense que actuellement, les gens le savent de plus en plus. On ne va pas le répéter à nouveau encore et encore. Un certain nombre de vidéos qu'on a réalisées circulent aujourd'hui pour justement parler des bons et mauvais secrets, pour la notion de savoir dire non, raconter, s'enfuir. Sur ça, s'enfuir, raconter, tout ça, il n'y a pas de problème. Là où je voudrais quand même m'arrêter et mettre peut-être le dernier point, c'est aussi l'accès de nos enfants à Internet. Non pas juste qu'à travers Internet, ils risquent de se retrouver à un moment face à des prédateurs en ligne,
c'est des choses qui peuvent exister. Et là, évidemment, il faut leur apprendre qu'on ne répond jamais à quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc., etc. Sur ça, la question ne se pose pas. Mais quand même, eh bien, vous savez, le trauma n'est pas nécessairement lié à une expérience de ce type dans lequel il y a quelqu'un qui vient, qui procède à des attouchements ou du harcèlement. Les traumatismes, ils viennent aussi lorsque les enfants sont confrontés à des spectacles, à des images que l'on appelle sidérantes, et qui, qu'on le veuille ou pas, laissent des traces, et qui, quelque part, en même temps, sont, entre guillemets, terriblement attractives, parce qu'elles touchent à quelque chose qui est du domaine de la pulsion et de toutes sortes de choses. Il y a quelque chose de forme de fascination par rapport à l'image, et en même temps qui sont éminemment toxiques. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nous, parents, devrions mettre en place. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'à travers ce type d'outils, on puisse se retrouver face à des situations à risque, mais au-delà de ça, les enfants voient des myriades d'images, de tout style, de tout genre, parfois des images pas clean du tout, et parfois d'autres images, mais qui, au fond, les habituent à avoir un rapport au corps et à la société qui n'est pas du tout sain. Un exemple très simple, ce que l'on retrouve aujourd'hui sur Instagram ou ailleurs, où les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers, je ne sais pas, je n'ai pas du tout d'études là-dedans parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, eh bien, ce sont généralement des personnes qui prennent des postures, dans lesquelles il y a une forme d'exhibitionnisme. Et n'oublions pas que ça peut donner des idées aux enfants parce que, eh bien, ils voient que ces personnes qui sont capables à un moment de transgresser, entre guillemets, certaines règles, d'être un peu différentes, eh bien, les gens les regardent et les enfants pensent que les gens les admirent et que ça leur donne une place. Et ça peut créer à ce moment-là ce désir de ressembler à ce genre d'image qui elles-mêmes peuvent créer des postures qui peuvent générer des situations plus compliquées. Et sur cela, en effet, je pense qu'il serait vraiment extrêmement important que les parents prennent la mesure de cela, c'est-à-dire réalisent que ce que l'on croit être quelque chose de banal crée une certaine vision du monde et des choses. Et d'ailleurs, bon nombre de jeunes gens qui vont être agresseurs ont vu des choses pas super clean, qui leur ont donné des idées qu'ils n'auraient peut-être pas eues auparavant. Et puis après, c'est une forme d'embrouillamini qui se met en place et on se retrouve dans des situations dans lesquelles, évidemment, il y a souffrance, souffrance de partout, souffrance de la victime, souffrance des parents, souffrance aussi parfois du côté de l'agresseur qui lui-même se rend compte qu'il a fait des grosses bêtises et qui est là face à son forfait. Enfin voilà, c'est pas si simple. Donc, lorsque nous essayons de poser des cadres au niveau d'Internet, lorsque nous essayons de faire en telle sorte que les enfants verbalisent, lorsque nous faisons en telle sorte que les enfants puissent confier leurs sentiments, lorsque nous faisons en telle sorte qu'ils sachent qu'il n'y a pas de problème de médisance à dire à papa et à maman quelque chose qui s'est passé. Qu'on soit bien clair, on n'a pas une obligation de le faire savoir sur la terre entière, parce que surtout si c'est dans un cadre intrafamilial, au fond, on ne fait rien avancer. À partir de là, eh bien, on fait un travail de prévention, pas juste sur les problèmes d'abus dans l'univers des attouchements, mais de manière beaucoup plus vaste, dans tout ce qui peut à un moment être source de trauma chez l'enfant, et plus particulièrement aussi le domaine du harcèlement. Voilà quelques pistes de réflexion que je voulais avoir avec vous ce soir sur ce sujet. Je n'ai volontairement pas du tout évoqué les statistiques, qu'est-ce qui se passe, à quoi on peut être confronté. Ce n'est peut-être pas nécessaire ce soir. Juste, si on arrive à travailler sur ces points-là, tels que je viens de les évoquer, eh bien, j'ai l'impression qu'en tout cas, on pourra déjà énormément aider nos enfants, nos familles et de manière plus générale, tous les membres de la communauté. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Rav Lemel, merci beaucoup pour cette intervention tout à fait passionnante. Merci également à Bernard Zanzori pour son éclairage. Et je vous propose de prendre 2 ou 3 questions, parce qu'on est assez nombreux ce soir. Et puis le Rav et M. Zanzori sont à votre écoute pour vous répondre. Des questions, s'il vous plaît, assez courtes. On ne rentrera pas dans un cas concret ce soir, peut-être plus tard. On va ouvrir vos micros. Chacun peut décocher également le son. Alors moi,
J'avais une question. Quand on voit des affaires comme, tu as cité Elodie avec Chaim Wadler, hein, et que les enfants, les jeunes adolescents entendent un peu tout ça, comment on redonne confiance aux enfants voilà, quand ils peuvent avoir perdu, on va dire, la confiance en des gens en qui ils doivent avoir confiance. Typiquement, un professeur, un responsable, un directeur, etc. L'affaire Wadler a vraiment posé ce problème-là. Et comment on redonne confiance en- envers les enfants et les parents? Voilà, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Je la laisse ouverte. Alors, Enfin, nous, à Bernard Zanzouri. sur une question de ce type, clairement, de toute façon, à un moment, ça va dépendre beaucoup de la réaction que vont avoir les parents et de l'importance qu'ils vont donner au sujet. Aujourd'hui, le grand problème, c'est le tam-tam médiatique qui, en effet, va en effet, à mon sens, générer plus de problématiques qu'il n'en règle. Qu'on soit bien clair, faire en telle sorte que les choses n'existent pas, faire en telle sorte que des agresseurs de ce type, là on est vraiment dans de la pédocriminalité, hein. Il faut dire tout simplement que le tapage médiatique que l'on fait, évidemment, n'a pas arrangé les choses. Parce qu'à un moment, les enfants sont exposés sans arrêt à cela. Et donc, au bout d'un moment, ils ne savent plus le gérer, ils ne savent même plus le digérer. Ça, c'est la réalité de ce que l'on voit aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi les parents exposent leurs enfants à cela. Je veux vous dire, c'est comme quand il y a eu les Twin Towers. Je ne comprenais pas les parents qui laissaient France Info allumée en permanence avec des enfants qui ont fait des angoisses par rapport à tout cela. OK, il s'est passé quelque chose. Next, on passe à autre chose. Et là, on est là, et open bar, et encore, et vous êtes au courant, et vous êtes au courant, vous êtes quoi? Qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants? Rien. Même à nous adultes, je ne suis pas sûr que ça nous apporte grand-chose. Ça, c'est déjà un premier point. Et je pense que ça doit être une vraie réflexion à avoir sur l'information, et après la quantité d'informations, la récurrence, et le fait qu'on est sans arrêt par rapport à cela. Après, il faut rassurer les enfants. C'est comme un petit peu dans la vidéo du panier de pommes. Dans un panier de pommes, la majeure partie des pommes, l'immense majorité des pommes sont bonnes. Il peut arriver. C'est vrai que ça fait beaucoup de peine. Il faut dire, ça fait beaucoup de peine parce que c'est ça que les enfants ressentent. Ça fait beaucoup de peine. C'est très embêtant, mais c'est des choses qui arrivent quand même, qu'on le veuille ou pas, il faut leur dire à eux extrêmement rarement. Il faut quand même avoir une parole rassurante parce que c'est vrai et que le panier de pommes, de manière générale, est extrêmement sain. Il y en a parfois une ou deux qui ne le sont pas. Et à partir de cela, next, on passe ailleurs. Sinon, après, on rentre dans le syndrome d'Outreau. Tout le monde, tout le monde est là et tout le monde est angoissé. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et ça crée des dimensions traumatiques qui ne sont pas nécessaires. Voilà un petit peu. Je crois qu'il faut peut-être faire agir un petit peu notre bon sens et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire en telle sorte que nos enfants soient le moins possible exposés à tout ce que les médias expriment par rapport à tous les dossiers, qu'ils soient ceux-là ou d'autres, dans d'autres domaines, et l'Iran, et l'Ukraine, et ce que vous voulez, etc. Ils n'ont pas les filtres suffisamment équipés pour pouvoir gérer ce genre de situation. Merci. Avec plaisir. Je pense que je voudrais dire quelque chose. Je peux? Oui, bien sûr. Je pense que malgré tout, on ne peut pas quand même limiter une intervention sur le sujet des abus sexuels uniquement sur la prévention. Bien sûr, c'est extrêmement important, mais je pense que la question de Marvin, je pense qu'elle était plus dans le cas où il est déjà arrivé quelque chose. Et est-ce que vous avez déjà essayé de rassurer un enfant qui a commencé à subir des abus sexuels? Ce genre de problématique est Madame, j'entends parfaitement. Oui. C'est en effet un travail qui est fait par des structures dans lesquelles, en effet, quand un enfant a été victime, il faut l'orienter vers des équipes qui sont là et dont c'est le métier. Donc là, il y a deux choses. Il y a quand quelqu'un a été victime de ce que vous voulez d'ailleurs, pas nécessairement que d'abus. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, il faut l'orienter vers des personnes dont c'est le métier, qui sont des spécialistes. Et dans le cas où on fait de la prévention, eh bien, faire en telle sorte que ça ne se passe pas. Autre question? Alors, moi, j'avais une question par rapport à actuellement,
quand on a des enfants qui ne sont pas encore en âge d'avoir des téléphones, accès à Internet, etc., on est plutôt rassuré. Mais comment préparer en fait la période où ils vont avoir accès à ça? Parce que on m'a parlé des filtres, etc., qu'on peut mettre dans les appareils. Alors, c'est bien. Moi, je suis ingénieur informatique, je connais très bien ces systèmes. Mais au-delà techniquement du sujet, comment on fait pour que... Parce que de toute manière, un enfant, on peut mettre tous les filtres qu'on veut. S'il veut se procurer le moyen auprès des copains ou quoi que ce soit, d'avoir envie d'accéder à ce genre de contenu ou des contenus non appropriés, bon, il y arrivera. Alors, je pense qu'il y a un travail évidemment beaucoup plus important à faire en amont que juste des filtres techniques. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Il y a un travail pédagogique à faire au niveau du fait que le téléphone doit être un objet qui doit être accessible à tout le monde, que ce n'est pas un doudou, que ce n'est pas quelque chose que l'on cache. Et essayer, au niveau de l'éducation, de donner à nos enfants une atmosphère la plus sereine, la plus joyeuse, la plus détendue, pour qu'ils n'aient pas besoin de se tourner vers certaines choses. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, leur donner la possibilité d'exprimer et de dire les choses quand ils s'y sont confrontés, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de jugement de valeur. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'éventuellement, on pourra leur dire « ce que tu as fait n'est pas bien, mais toi, tu es quelqu'un de bien. Toi, je t'aime. Par contre, ce que tu as fait, en effet, est problématique. » Mais ça, c'est un cours beaucoup plus vaste, je pense, au niveau de l'univers de la pédagogie et de ce que l'on doit essayer de mettre en place à l'intérieur d'une structure familiale. Merci beaucoup. Et il y a une question qui est arrivée quand les personnes ont été victimes il y a des années et qu'elles veulent dénoncer comment est-ce qu'elles peuvent faire, le problème des preuves et tout. C'est très complexe. Je crois que la question numéro 1, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt d'abord à se faire aider par quelqu'un qui va nous donner les moyens, lorsqu'une personne a été victime, de pouvoir faire disparaître le trauma. Après, tout dépend évidemment de ce qui s'est passé, dans quel cadre. Lorsque c'est souvent en intrafamilial, c'est-à-dire soit dans la famille elle-même, soit dans la proximité immédiate, eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une demande de pardon, c'est-à-dire que la personne qui a agressé vienne et demande pardon réellement. Ça fait partie du processus de reconstruction. Par contre, évidemment, s'il s'agit d'un cas d'une personne qui est ce qu'on appellerait une forme de pédocriminel, de quelqu'un qui en effet a abusé, et ça, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a plusieurs victimes. Dans ce cas-là, il faut voir les choses de manière totalement différente et se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier, parce qu'en effet, il faut être dans ce genre de situation accompagné pour que les choses se passent de la manière la plus construite qui soit. Mais je crois que chaque cas doit être analysé en tant que tel. Chaque cas doit être analysé parce que chaque cas demande une réaction adéquate. Il faut savoir qu'en Israël, en 70% des cas d'agression, les personnes ne vont pas se retrouver au poste de police, mais bien plus, ce sont les assistantes sociales qui vont prendre en charge les dossiers. Là-bas, elles ont de sacrées possibilités pour, et à la fois évidemment, s'occuper des agressés, ça c'est la première des choses, et aussi faire une prise en charge de la personne qui est agresseur, qui elle-même aussi, je le rappelle, a quand même le droit de se reconstruire si en effet elle a fait une erreur. Et rappelons aussi que beaucoup des agresseurs, malgré tout, ont été eux-mêmes victimes d'agression. Ça ne justifie d'aucune manière, mais vous ne pouvez pas penser la manière dont on doit gérer ce genre de situation en enlevant une partie du schéma. D'aucune manière, ça ne justifie. Là-dessus, la question ne se pose même pas, mais évidemment, il va falloir chaque fois analyser avec toutes les données présentes comment gérer et réagir par rapport au cas auquel on est confronté. Fabienne, tu voulais terminer. Fabienne, elle disait quelque chose d'intéressant. Oui. Je ne sais pas. Tu veux nous compléter ta question? Fabienne, il faut activer votre micro si on ne vous entend pas. Alors, en attendant Fabienne, moi je vais lire une question de Pamela qui vous demande comment fait-on pour un enfant qui se fait embêter en classe? Comment l'aider? Quelles armes lui donner? C'est complexe parce que généralement, il faut voir ce qui se passe au niveau de l'enseignant. Qu'est-ce qui fait que l'enseignant ne peut pas intervenir? Et ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut déjà, quand il nous le dit, c'est une bonne chose, et après lui demander à lui, comment est-ce que tu voudrais que je t'aide? Maintenant, c'est toujours le problème de la peur d'être désigné comme étant celui qui a dénoncé et qui, évidemment, à partir de cela, va être le souffre-douleur. Pour ça, je pense qu'il fallait directement parler à l'enseignant
pour qu'ils remettent en place les fondamentaux éthiques à l'intérieur de la structure. Moi, ce que je voulais dire, c'était que la partie de la prévention que vous avez amenée, Rav Lemel, était vraiment très, très importante et que bien sûr, il faut qu'il y ait cette écoute qui se mette en place dès que le bébé, dès que l'enfant arrive au monde et même avant, je dirais. Et puis, mais quand même, il y a des phénomènes qui sont un petit peu plus complexes que ça, au niveau, par exemple, de la culpabilité que peut ressentir un enfant quand il a également été dans une situation comme ça, au niveau de sa peur de détruire l'équilibre de sa famille, au début de beaucoup de choses qui ne sont pas et qui peuvent se passer au-delà de ce que les parents ont fait, des actions qu'ils ont fait. Et c'est en cela que je rejoins beaucoup la théorie de M. Zanzouri du prédateur qui met en place son action. Et vous avez donné l'exemple du cousin en général dans les familles, mais une autre source va montrer vraiment beaucoup plus que ce qui se passe dans les familles, c'est réalisé en particulier par les pères, les grands-pères et les oncles en général. Donc, voilà, le cousin, d'accord, mais il y a que ça. Donc, là aussi, il faut peut-être une autre fois, parler également, non pas simplement de la prévention, mais également qu'est-ce qu'on fait dans tous les cas, pas simplement d'abus sexuels, mais également quand un enfant est embêté en classe, alors qu'est-ce qu'on en fait pour ne pas arriver au suicide à cause d'un harcèlement sur les médias, sur les réseaux, comme ça arrive sans arrêt en Israël. Sans arrêt, on en parle. Moi, je suis en Israël. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Bon. Je permets, Margot, une phrase. Bien sûr. D'accord. J'aimerais répondre quand même à la question qui a été posée sur le forum. Comment éviter d'être un parent trop inquiet et méfiant de ce monde? Je pense, comme l'a dit le Rav Lemel, qu'il faut faire attention quand même. Et même si j'ai parlé de stratégie, etc., du prédateur, il faut savoir que d'abord, il y a deux règles qui devraient vous rassurer énormément. D'abord, comme l'a dit le Rav Lemel, il y a beaucoup plus de pommes saines que de pommes pourries dans le panier, etc. Et même les pommes pourries, il faut savoir que finalement, c'est des gens de chez nous, c'est des gens de notre communauté, c'est des gens de notre monde, c'est des gens qui souvent ont été victimes, comme il l'a précisé ici. Et même si ça n'excuse rien, c'est quand même des pommes du panier dont il faut s'occuper. Il faut faire quelque chose. Il n'y a aucun moyen de ne pas être inquiet si jamais on ne fait pas, on n'occupe pas sa place. C'est très important pour moi, cette histoire d'occuper sa place de parent. On a parlé tout à l'heure de l'écoute, on a parlé d'être vraiment, de laisser une place à l'enfant pour pouvoir exprimer, pour pouvoir raconter. Mais ce qui est encore plus central, c'est d'être un parent qui occupe l'espace. Vous savez, si jamais votre enfant vous a vu sur d'autres affaires qui ne concernent pas des agressions, mais vous a vu intervenir, être là, être présent, avoir compris les choses, savoir juger avec intelligence, savoir intervenir, eh bien, vous êtes un interlocuteur valable pour lui, pas seulement parce que vous êtes son parent, mais parce qu'il vous a vu à l'action. Plus vous prenez de l'espace, plus vous occupez votre place d'éducateur, moins il y a de place pour Internet, moins il y a de place pour les gens qui cherchent à trouver une faille. Et finalement, tout le monde peut même rentrer et revenir sur son rail. Il n'y a pas que des malades sexuels, le Rav l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont en plein milieu de l'adolescence, en pleine puberté, et que ça peut exciter un coup sur une minute, ça ne les rend pas pédophiles, ça ne les rend pas… Mais si vous aviez occupé l'espace, et encore une fois, je ne jette pas la pierre aux parents, on travaille tous, on a plein de choses à faire, on a un emploi du temps, mais plus vous êtes présent, plus vous occupez l'espace, plus vous arrivez, grâce à votre éducation, à créer ce qui s'appelle un bouclier éducatif. Et ce bouclier éducatif, c'est de la même façon dont un enfant va reculer quand il a appris que le feu, c'est chaud et que ça fait mal, eh bien, il reculera aussi d'Internet et quand il y a des films ou des choses qui peuvent lui faire du mal,
qui sont dangereuses pour lui, il saura distinguer. Mais pour ça, ça demande énormément de discussion, énormément d'ouverture, de se sentir bien chez soi, de se sentir bien avec ses parents, de les sentir présents. Et finalement, le gosse saura faire la part des choses dans la plupart des cas où il y a une menace extérieure qui n'est pas un agresseur direct qui va attaquer, mais où il faut qu'il fasse lui aussi la part des choses, comprendre, prendre une décision. Et quand Laura avait dit tout à l'heure se sauver, par exemple, se sauver, mais il faut être prêt à se sauver, il faut avoir été préparé, il faut qu'il y ait une discussion, il faut que ça soit clair pour lui que c'est une politique qu'il peut adopter, qu'il peut appliquer et qu'il y a quelqu'un derrière qui va le récupérer même à la fin de sa fuite, que vous êtes là. Si vous êtes tout le temps en vacances, tout le temps à l'étranger, tout le temps absent, tout le temps au travail et que vous passez par des intermédiaires, eh bien, au bout d'un moment, l'enfant se retrouve seul avec les différents problèmes, que ce soit Internet ou que ce soit un bonhomme un peu trop collant, etc. Prenez votre place de parent. Il n'y a pas besoin d'être trop inquiet ou trop méfiant de ce monde. La plupart des gens dans le monde, le Rav l'a bien dit, sont des gens bien, sont des gens qui peuvent même t'aider en cas de problème. Mais plus vous laisserez de place, plus les éventuels prédateurs et les éventuelles personnes qui veulent embêter votre enfant, même les petits copains qui vont les menacer à l'école, prennent de place et occupent la place que vous avez laissée vacante. Alors prenez bien votre place. Merci infiniment, Bernard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Lemel, pour ce sujet ô combien important. Vous avez été plus de 100 personnes ce soir, donc ça montre combien ce sujet vous touche, vous inquiète. C'est difficile en une heure de répondre à tout le monde et de vous donner vraiment des clés, mais on espère que ça a un peu ouvert les esprits. Je voudrais conclure en mettant en avant une association qui fait un travail extraordinaire, qui a été fondée par le Rav Lemel et ses équipes, qui s'appelle Lève ta voix, qui est une structure unique en France dans la communauté, qui s'occupe de faire de la prévention auprès des enfants, des équipes pédagogiques, des directeurs, des professeurs, de tout le cadre éducation formelle et informelle, parce que malheureusement, on est obligé de former les personnes qui touchent au plus proche les enfants. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos communautés, à appeler l'association si vous avez des questions, si vous avez été victime, si vous connaissez des personnes qui ont été victimes. Il faut en parler, il faut prendre ça au sérieux. Malheureusement, il y a trop de choses où on ne prend pas au sérieux les enfants. Il faut le dire. C'est trop important. Je vous ai mis en commentaire les numéros de l'association qui s'appelle Lève ta voix. Ils font un travail absolument extraordinaire. Je vous encourage à faire passer, même si ça ne vous touche pas personnellement, à faire passer les coordonnées autour de vous. La conférence a été enregistrée. Elle sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube d'ici 24-48 heures. Sur YouTube, Association Choisir l'école juive. Voilà. On espère pouvoir refaire ça très, très bientôt. Peut-être sur un autre sujet, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir, d'avoir participé à cette conférence. Merci encore Bernard, merci Rav Lemel, et j'espère que ça vous a appris des choses ce soir. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Monsieur Zanzouri, est-ce que je pourrais... Vous êtes bien en Israël? Oui, tout à fait. Est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées par rapport à votre travail? Parce que j'aurai plusieurs... Enfin, je vous en parlerai, ce serait possible? Il n'y a aucun problème, on va pas retenir tout le monde. Vous allez prendre mes coordonnées, je vais les mettre dans le chat. Je les passerai aussi à l'association, qu'elle puisse les distribuer aux gens que ça intéresse. Je suis aussi, c'est possible de me suivre sur mon site, sur Facebook, etc. Je fais beaucoup de choses. Je vous remercie à tous. Allez, venez, on ne retient pas tout le monde pour ça et on traite tout ça en coulisses. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.